Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux dans ces débats dans le cadre du festival Le Temps Presse. Merci à Marc Auberon de nous avoir invités aujourd'hui. On va parler d'un sujet sérieux et d'actualité puisque nous sommes en plein hiver, quoique c'est de plus en plus aussi un problème estival. Les questions de précarité énergétique. La question de précarité énergétique, c'est évidemment le fait de chauffer, enfin en tout cas d'avoir un habitat agréable, sain et confortable, mais c'est aussi et de plus en plus la question de se déplacer. On l'a bien vu au moment de la crise des Gilets jaunes, où la confrontation des raisons écologiques, de la taxe carbone et d'une forme de liberté de se déplacer a posé un vrai problème et a déclenché quelque chose qui a largement dépassé évidemment cette question-là. Donc on va dresser un état de la situation, mais le plus rapidement possible. On va passer à des questions de comment agir. C'est un sujet qui concerne 12 millions de personnes en France. Donc on a besoin d'agir vite. Et les trois invités aujourd'hui sont actifs dans un collectif qui s'appelle Stop Exclusion énergétique, que j'ai le plaisir de coordonner en tant que Fondation des Transitions. On va faire un premier tour de table. Ensuite, vous verrez quelques images qui permettra à la fois de voir un film en compétition dans le cadre du festival Le Temps Presse, une interpellation artistique, et aussi des choses un peu plus concrètes sur la façon dont ça se passe. Donc peut-être, Jacques, si on va se tutoyer, on est filmé, mais on a l'habitude de se tutoyer tous, donc on va continuer, puis si vous voulez prendre la parole et nous tutoyer, ça ira très bien. Jacques. Bonjour, donc moi je travaille effectivement à la Banque des Territoires et j'ai une mission un peu particulière dans cette banque, c'est effectivement coordonner le plan d'action développement durable de la Banque des Territoires et plus particulièrement s'attacher à faire en sorte que quand on met en place des financements, on regarde l'aspect cohésion sociale, l'aspect cohésion territoriale et évidemment la dimension environnementale qui est attachée à tout ça. Et en fait, c'est l'agrégation de tous ces éléments-là qui font le sens de notre action en la matière. Après, on en reparlera, mais c'est effectivement le point principal. Et effectivement, on agit énormément et on active beaucoup de leviers sur le sujet de la précarité énergétique et de la rénovation énergétique des bâtiments. Franck Billot. Franck Billot, je suis fondateur d'une association qui s'appelle Réseau Ecohabitat, qui est née il y a 5 ans en région Hauts-de-France, plus particulièrement à Compiègne, et qui aide des ménages très 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 modestes, propriétaires de leur logement, à faire des travaux, très chers, en tout cas très ambitieux, pour améliorer bien sûr leur confort dans le logement, mais surtout pour réduire de manière efficace leur facture d'énergie. Donc on s'adresse à des gens qui ne s'imaginent pas possible de pouvoir faire des travaux d'amélioration énergétique, et en plus avec des matériaux biosourcés. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, c'est de l'habitat qu'on peut considérer comme indigne. Thomas Karting, qui préside les respirations et aussi Air Publica. Alors absolument, merci pour votre invitation. La question de la qualité de l'air avec la précarité énergétique est en fait évidente. Il ne s'agirait pas qu'on mette en place des plans d'action, par exemple, pour rénover thermiquement des bâtiments et qu'on en oublie la qualité de l'air. Rendre malade des gens pour juste un bon indice d'efficacité énergétique. Donc dans ce travail, on a l'opportunité, dès lors, de mutualiser des budgets et d'être plus impactant, c'est-à-dire d'offrir une offre de cohésion territoriale, environnementale et sanitaire, voire économique. Mais on en reparle plus tard, je pense. Si les gens prennent des engagements aussi, ou changent la vie, se mettent au service des autres, c'est aussi, je crois, la force de l'émotion et la force de l'image. C'est tout le sens du festival Le Temps Presse sur les objectifs de développement durable. Je crois que Thomas Karting a aussi des références cinématographiques à partager. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce qu'il y a des moments de cinéma comme ça qui t'ont donné envie de bouger, d'agir et de te mettre au service des autres? Alors, des moments comme ça, mais beaucoup d'autres. Et non, moi, j'ai 2 enfants et j'ai grandi en essayant de leur apporter un contenu culturel qui était un petit peu signifiant. Je travaille avec des plateformes, par exemple, comme Benchy, audiovisuelles, qui permettent d'avoir en fait un lien entre
le contenu et l'éducation par thématique. On travaille sur la qualité de l'air, mais ils travaillent sur tout un tas de sujets, eux, en tout cas. Et à niveau personnel, c'est vrai qu'il y a des films d'animation qui m'ont marqué. Là, je reste dans l'animation, mais il y a eu évidemment le Lorax, par exemple, où effectivement on coupe tous les arbres et où, disons, le grand dignitaire omnipotent qui gère la cité sous une bulle et un patron qui vend de l'air en canette. Et on voit qu'en Chine, on arrive à faire du business là-dessus, quoi, aujourd'hui, ce qui est quand même incroyable. Ce que je voudrais juste souligner par rapport à ce beau court-métrage d'animation, c'est que s'il fallait vraiment éduquer complètement, il aurait fallu la fumée à l'intérieur et le fait que l'homme en boit tous aussi, et le côté aussi émission. C'est-à-dire que le climat autour aurait dû changer si on était vraiment dans l'allégorie totale. Et je pense que c'est bien le point aujourd'hui, et merci de m'inviter, c'est que souvent, on passe à côté de la qualité de l'air, on pense que l'air c'est quelque chose de trivial, on met ça de côté, on parle de climat, de CO2, etc., mais c'est pas ça qui va impacter la santé. Quand on voit ce genre de court-métrage, effectivement, il faut pouvoir mobiliser sur le fait qu'à un moment donné, à l'intérieur, en fait, on se rend malade si on ne fait pas attention aux sources de chauffage et la précarité et la moisissure, après, enfin, je passe des détails. Et en plus, on a une responsabilité sur le côté émissif. Donc là, je fais bien le lien avec la transition énergétique au sens large. Alors, la question de la santé est majeure, parce que la question, c'est effectivement comment on passe à l'acte. Malheureusement, le gain, quand on isole un logement, par exemple, c'est évidemment un gain financier direct pour des gens qui n'ont pas les moyens de se chauffer, mais c'est aussi un gain pour l'intérêt général, pour l'air extérieur, pour l'empreinte en CO2 de la France. Maintenant, on ne valorise pas le gain en termes de santé. Je crois que, Franck, dans les familles que tu accompagnes, on peut préciser que tu as été engagé pendant des longues années dans une très grande ONG française de solidarité, d'accompagnement au plus près des gens. Il serait intéressant que tu nous expliques comment ça se passe réellement sur le terrain. D'abord, est-ce que c'est beaucoup de monde? Est-ce que c'est quelques personnes? Et est-ce qu'on a les moyens d'agir? Il y a plein de questions dans une, mais on a de quoi discuter. Tu me couperas si je suis trop long. L'expérience de Réseau Ecohabitat est née en effet sur ma propre expérience d'avoir été 15 ans au Secours catholique. Donc avoir beaucoup de gens solliciter une association caritative pour pouvoir bénéficier d'aide, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit financière, qu'elle soit vestimentaire. Et en 2014, je prends conscience que sur ma région, en région Hauts-de-France, 25% des aides consacrées par l'association caritative sert à payer des factures d'énergie. Et là, je me dis, mais bon sang de bonsoir, on prend l'argent des donateurs, parce que le Secours catholique est essentiellement en fait, financé par l'argent des dons privés. On prend l'argent des donateurs et systématiquement, toutes les semaines, les bénévoles redonnent 25% de leurs ressources aux distributeurs en fait, d'énergie, que sont les plus grands, Total, Engie, EDF. J'ai rien contre eux. Mais le fait d'aider des gens à payer une facture ne règle pas fondamentalement leurs problèmes, qui vivent non seulement dans des passoires. Alors on parle parfois de rénovation pour aider des gens à économiser de l'énergie, mais aujourd'hui, compte tenu de l'évolution constante du prix de l'énergie, j'entendais avec l'augmentation d'EDF du prix du kilowattheure ces derniers jours, c'est 10%, je crois, en 2 ans que l'énergie a encore augmenté. Donc on a des gens qui ne peuvent plus se chauffer, en fait qui renoncent même à se chauffer, entre payer la cantine de ses enfants, ou mettre du carburant dans son véhicule pour aller travailler. Il y a des gens qui font le choix aujourd'hui de ne plus se chauffer. Et bien entendu, ça a des conséquences non seulement en termes de confort, mais pour des enfants qui vivent dans des logements mal chauffés et souvent voilà, avec des parois qui sont ce qu'elles sont. Il y a des problèmes d'humidité, qui ont un impact du coup sur des problèmes de santé, de bronchite, d'asthme, que ce soit pour des enfants, que ce soit pour des personnes âgées, bien sûr. Je sais qu'en Angleterre, on a parfois, même, je crois assez régulièrement, des médecins qui demandent à ce qu'on envoie un expert à la maison et qui peut demander à faire des travaux, parce qu'effectivement, les problèmes de santé, y compris des enfants, sont souvent liés à la qualité de l'air intérieur, parce qu'effectivement, quand on a froid, on a tendance à boucher l'aération, ce qui est un problème majeur sur le plan de la santé. Est-ce qu'en France, on a des dispositifs de ce genre, ou est-ce que finalement, la plupart du temps,
quand il y a un problème pour payer une facture. Et en France, le taux de coupure des compteurs électriques augmente chaque année. Il est dans des quantités assez considérables. Voilà. Est-ce qu'en France, on est réellement capable d'agir et d'intervenir? On en a beaucoup parlé récemment, surtout en début d'année. Oui. Des aides financières, je vais y revenir, mais c'est pas ce qui manque. De l'argent aujourd'hui, en fait, en 2020, et c'est encore plus vrai en 2020 qu'en 2015, quand on a démarré l'association, c'est pas ce qui manque, l'argent. C'est assez rare de dire ce genre de choses en France. Quand même. Oui, ça peut paraître choquant. Alors, on va voir que c'est compliqué. J'ai pas dit que c'était choquant, j'ai dit que c'était rare. C'est pas pareil. Tout à fait. Oui, si on prend les dispositifs, aujourd'hui... En fait, quand on a très peu d'argent, quand il nous reste 400 ou 500 euros pour vivre, qu'on a payé ses impôts, sa facture, le loyer, etc., on a des gens qui vivent avec moins de 15, moins de 10 euros par jour et par personne pour pouvoir vivre. Donc quand on a 300, 400 euros, j'allais dire, de reste à vivre par mois, s'imaginer pouvoir faire en fait 40 000, 50 000 euros de travaux, puisqu'en fait c'est mon panier moyen de travaux qui est nécessaire pour améliorer de manière très efficace un logement. Voilà, quand on n'a pas d'argent, on ne s'imagine pas possible de pouvoir faire 40 000 euros de travaux financés à 90-95% par des aides publiques ou privées. De l'argent, il y en a. Alors je peux énoncer quelques dispositifs, mais on peut aujourd'hui, en tout cas en région de France, cumuler l'ANA, le conseil régional, le conseil départemental, la communauté de communes, la commune, son groupe de protection sociale, j'en cite, AG2R, Malakoff, ProBTP, et parfois même le petit prêt bancaire, le PTZ, l'éco-prêt, le microcrédit. Parfois même, on va chercher un peu de solidarité familiale. Parfois même, les associations caritatives interviennent. Donc pour des gens qui n'ont pas d'argent, on sait, on y arrive à mobiliser entre 8 et 10 dossiers de financement. La problématique, c'est que ça demande en fait beaucoup d'énergie pour des gens qui sont éloignés de tous ces dispositifs, de monter en fait, et quand bien même parfois on leur demande même de saisir des dossiers en fait informatiques pour pouvoir avoir des aides. On va parler de précarité énergétique, je ne parle pas de précarité numérique. Donc souvent, comme je dis souvent, la pauvreté en fait, elle est multicouche, donc elle n'est pas qu'énergétique malheureusement. Oui, parce qu'il y a 12 millions de précaires énergétiques en France, 13 millions de précaires numériques. Il est quand même assez probable que ce soit les mêmes, bien en sûr. Tout cas chez les plus précaires. Jacques, quand on est à la Banque des Territoires, c'est une partie de la Caisse des dépôts et consignations. On voit cette énorme banque d'État qui intervient dans tous les domaines. Comment on peut s'intéresser s'intéresser et agir à ce que racontait Franck, qui est finalement que des cas particuliers. Donc comment on peut agir pour faire que des cas particuliers puissent progresser et dans des délais le plus courts possible, parce que les gens sont tellement en difficulté que c'est insupportable d'avoir tous ces habitats indignes. Alors évidemment, 12 millions de précaires énergétiques, c'est pas 12 millions de maisons en termes de précarité. D'abord, c'est des gens et c'est pas des familles. Et parmi ceux-là, on va d'une vraie difficulté à chauffer à l'habitat le plus indigne. Donc il y a, je dirais, un champ extrêmement large. Pour répondre à ta question, effectivement, c'est pas forcément 12 millions de cas particuliers, mais c'est effectivement beaucoup de typologies et beaucoup de territoires différents. La précarité dans le Nord la précarité énergétique dans le Nord sera pas la même précarité énergétique dans le Sud, où on va avoir des problématiques de chaud versus des problématiques de froid, et à ce moment-là, on aura toujours un vrai problème de confort. Et le rôle de la Banque des Territoires, c'est justement d'être au plus proche des décideurs locaux, d'être au plus proche des communes et d'aller accompagner sur l'élaboration de solutions avec les élus, avec les administrés, pour faire en sorte que justement le besoin, personne mieux qu'une personne de terrain ne peut le connaître que de la même façon. Donc ce besoin-là, il est couvert et on essaye de le couvrir de plus en plus, et on se rapproche, on a une maille de plus en plus petite. Il y a encore 2-3 ans, on pouvait dire la Caisse des dépôts et consignations, c'est très orienté métropole. On a complètement contré cette approche-là, on a complètement muté notre organisation pour faire en sorte que justement, avec Action Cœur de Ville,
avec beaucoup de programmes qui finalement ne sont pas uniquement des programmes qui font du marketing sur ce qu'on est emmené à mettre en place, mais qui mettent en place effectivement des produits adaptés aux besoins des collectivités et justement qui leur permettent de faire ce besoin, de faire ce qu'on attend d'une collectivité, c'est être au plus proche de ses administrés et s'occuper en premier lieu des précaires, effectivement, des précaires énergétiques, des précaires numériques, parce que tu l'as dit, les deux vont ensemble, et les accompagner parce que finalement, des personnes qui vivent bien dans leur logement sont des personnes qui économiquement vont pouvoir mieux s'assumer et mieux s'épanouir. En fait, tout l'enjeu, c'est une espèce de cercle vicieux, sans aucun état d'âme, je le dis. Un cercle vicieux, c'est on met un pas dans un engrenage dont il est compliqué de se sortir. Mais ça a beau être une banque d'État, vous avez une vision de rentabilité, c'est-à-dire qu'on considère qu'il faut que tout ça soit rentable, il y a un retour sur investissement, ou c'est une action de solidarité pure? Alors, je vais répondre en banquier, mais tu vas voir que pas un banquier comme les autres, en fait. Oui, on est là pour prêter. Oui, il y a une forme de rentabilité qu'on recherche, mais cette rentabilité, elle est de deux sortes. Dans un premier temps, oui, la rentabilité financière, on va passer dessus, même si on est moins exigeant que n'importe quelle autre banque de place, on a forcément un besoin de rentabilité financière, et ça, on la recherchera toujours. Mais par contre, on s'attache aussi à une rentabilité, ce qu'on appelle une rentabilité citoyenne. Et quand on met en place un prêt, quand on met en place une action, déjà, on va tirer la longueur sur 10, 20, 30, 40, parfois même 50 ans sur certains sujets très, très critiques, pour faire en sorte justement qu'il n'y ait pas de sujet, d'ordre financier, mais qu'il y ait simplement un sujet de... On s'assure quand même que tout soit au rendez-vous pour que l'action se mette en place. Ça, c'est vraiment un point important, parce que justement, si on n'a pas cette approche responsable, on n'y arrivera pas. Et pourquoi on a quand même besoin de cette rentabilité financière? Parce que le mélange d'actions qui, entre guillemets, gagnent un peu d'argent, permet de faire plus sur des trucs qui ne gagnent pas d'argent. Et donc, du coup, on met en œuvre et on opère une vraie forme de solidarité entre nos différentes actions. Merci. Thomas, pour bien comprendre ces questions de qualité de l'air, parce qu'on parle de qualité de l'air intérieur dans le du bâtiment, de ce qu'on respire, mais il y a aussi des pollutions extérieures. Est-ce qu'il y a un est plus important que l'autre? Alors, dans la thématique de transition énergétique, il y a 2 points. Il y a l'efficience énergétique des bâtis. Et là, typiquement, en termes de qualité de l'air intérieur et de santé, c'est les points ténus qu'on voyait tout à l'heure. Quand on bouche finalement l'aération, ça va créer une hygrométrie suffisante pour développer des moisissures et ça va rendre malades les gens. Donc on se retrouve avec des cas complètement tautologiques où la personne est en précarité et en plus la personne a une prime à être malade. Super. Donc c'est un cercle vicieux qui ne s'arrête pas. Je reviens sur le côté transition énergétique aussi dans tout ce qui est transition des ressources pour produire de l'énergie. Donc en fait finalement la sortie de tout ce qui est énergie fossile avec la décarbonation de l'économie. Là je pense au Green Deal européen, mais je pense à des mouvances à toute échelle de territoire. Mais aujourd'hui quand on parle de ça aussi, c'est que tout à l'heure on parlait de chèque énergie, les gens qui utilisent un chèque énergie, en fait finalement ça va à des énergies fossiles. Donc en fait finalement il faut qu'on ait de la cohérence. Et je pense que ce qu'apporte en termes de méthode le collectif Stop à l'exclusion énergétique, c'est pas tant finalement le fait que c'est un thème qu'on découvre, c'est un thème qui va au-delà juste de dire il y a des gens qui ne sont pas en confort thermique. Non, les gens déjà, connaissent pas la réalité de l'exclusion énergétique. Quand on est obligé d'avoir un animal pour avoir chaud la nuit, eh ben, ça change la vision de la précarité énergétique. Quand on a une idée des chiffres, 12 millions de personnes en situation de précarité énergétique. 12 millions de personnes, c'est quand même l'Île-de-France dans sa totalité. Donc toute l'Île-de-France est en précarité énergétique en fait en moyenne. Et en fait le problème c'est que ce serait l'Île-de-France, ce serait gérable, on aurait un territoire. Mais ce que vous expliquez très bien, c'est la dimension numérique de la chose. Et donc en fait finalement aujourd'hui en termes de méthode, il faut utiliser les puissances du digital pour aller chercher ces précaires énergétiques et avoir des plans d'ensemble. Et donc pour répondre en fait finalement extérieur-intérieur, c'est que je pense qu'il y a une très forte exposition intérieure
du fait de la précarité énergétique. Et il y a une forte propension à l'émission extérieure. Donc en fait, sur la thématique de santé globale, on n'est pas du tout dans l'idée du Green Deal, on laisse personne derrière. Et d'un point de vue de lutte contre le dérèglement climatique, on est hors sujet. Alors, Franck nous a amené un reportage pour histoire de bien comprendre et de voir, parce que c'est vrai que dans cette salle, sous les spotlights et de très bel espace, on peut avoir du mal à comprendre. Alors, je vais essayer de vous trouver. Hop, ça veut. Non, c'est pas celui-là, c'est juste après. C'est ça. Est-ce que c'est démarré ou pas? Faut que je rappuie pour que ça démarre, peut-être? La précarité énergétique touche près de 3 800 000 ménages en France. C'est dans cette situation que vivent Clarisse, Stéphane et leurs 3 enfants. Ils sont propriétaires d'une maison dans la commune des Ageux, dans l'Oise, qui au fil du temps s'est révélée être une véritable passoire énergétique. Toutes les menuiseries vont être changées, remplacées par du PVC, parce que la menuiserie à vente, elle ferme plus réellement, elle ferme par les piliers. La porte c'est pareil, ça fait partie des menuiseries. Elle sera changée aussi. Elle est cassée dans le bar. Là. Ici c'était l'ancien moyen de chauffage, une cheminée qui était dangereuse, donc on l'a retirée. Elle sera remplacée par un poêle à granules qui sera posé ici, juste à côté de la porte. La salle de bain, elle va être refaite entièrement. La douche sera refaite et l'isolation du mur par l'intérieur. Dû au manque d'isolation des combles, tous les plafonds moisissent. Au niveau des traverses de maintien des plafonds. Parce que la chaleur elle monte et elle condense au plafond. Et l'état extérieur n'est guère différent. On voit bien ce que l'humidité donne. Bah oui. Cette accumulation de défauts se répercute inévitablement sur les factures. Celle de 2018, c'est 219 € par mois sur 12 mois, et celle de 2017, quand on a utilisé la cheminée, c'est 275. Néanmoins, c'est à travers l'intervention du Secours catholique et du réseau Ecohabitat que ce couple est parvenu à engager des travaux de rénovation énergétique malgré leurs apparentes difficultés. Au tout départ, j'ai vu mon assistante sociale pour justement aider à payer une de mes factures, qui m'a dit mais c'est pas normal de payer des factures de cette ampleur, et je pensais qu'il n'y avait rien à faire. Les travaux d'isolation, c'est des travaux tellement lourds qu'on ne peut pas financer quand on n'a pas les moyens de correctement. Des travaux lourds, certes, mais qui, largement pris en charge par des aides publiques existantes, deviennent financièrement accessibles. Et en effet, avec toutes les aides d'État, on peut y arriver. Et l'avantage, c'est que Ecohabitat, eux, se chargent de monter tous les dossiers. Tout ce qui peut paraître extrêmement difficile, parce qu'il y a des questions auxquelles un particulier ne peut pas répondre sur les dossiers de demande d'aide. Ces aides permettent de réduire considérablement le montant à payer pour les familles bénéficiaires. Dans le cas présent, on passe d'une facture de 42 838 € à un reste à charge de 4 181 €, facilité par des prêts de la Caisse d'allocation familiale et du Conseil départemental. Aujourd'hui, c'est enfin le dernier hiver où on se bat pour chauffer la maison. Le chantier, réalisé en l'espace de 2 mois, comporte notamment le remplacement de la toiture ainsi que des anciennes menuiseries, puis dans un deuxième temps, l'isolation des combles et des murs, la rénovation de la salle de bain, la ventilation et enfin l'installation d'un poêle à granulés.
Cohabitat vous prévu l'équivalent de moins de 500 euros de famille à l'année. Soit de moins d'électricité. Grâce à la mise en place de ces dispositifs et aux subventions du Secours catholique et de la Fondation Abbé Pierre, cette famille vivra désormais dans un habitat digne de ce nom. Je crois que ce qui est vraiment important dans cette affaire, c'est d'en sortir. Et c'est vrai la difficulté qu'on a et l'inquiétude souvent quand on voit tous ces démarchages sauvages sur la chaudière à 1 euro, l'isolation gratuite, etc. C'est que si on ne rentre pas dans une vraie logique d'accompagnement et de travaux globaux, ben, on ne sort pas de la précarité parce qu'on ne fait que décaler les choses. Et parfois, on peut aussi faire des bêtises quand on n'est pas accompagné par des gens comme vous. Alors, on parle évidemment beaucoup d'Ecohabitat aussi, mais il y a d'autres organisations comme Dorémy, les Compagnons Bâtisseurs, ou des organisations comme la Fondation Abbé Pierre qui pilotent même des choses. Aujourd'hui, combien de familles vous accompagnez et qu'est-ce qui vous manque pour qu'on agisse plus vite, plus fort? Parce qu'on est dans un pays où il y a des artisans, il y a des technologies, il y a des financements. Qu'est-ce qui manque pour qu'on passe à l'échelle? C'est insupportable quand on voit que c'est possible de sortir d'une situation sociale et environnementale et que ça n'aille pas plus vite. Alors le premier truc qui manque, c'est la confiance. Alors c'est un peu compliqué d'aller chercher, parce qu'en fait on a des gens en difficulté qui n'ont plus confiance dans la puissance publique, j'ai envie de dire, pour aller chercher des aides. Ça c'est la première difficulté. En fait, Madame de Cobec, sa situation, c'est qu'elle avait peur au démarrage d'aller voir une assistante sociale qui aille dans son logement et qu'on lui retire ses enfants à cause de la situation de son logement. Donc on a peur de la puissance publique. La deuxième chose, c'est que Madame de Cobec, elle avait aussi peur d'aller chercher des entreprises. Peur de se faire arnaquer, peur de ne pas pouvoir avoir une analyse sur les devis et de faire rentrer des gens chez elle et avoir plus de désagréments en fait, que de rêves pour pouvoir faire des travaux. La deuxième, en fait, donc pour répondre à ta question, on accompagne une centaine de familles. On pourrait en accompagner beaucoup plus parce que sur un réseau de 3500 bénévoles en région Hauts-de-France, accompagner 100 familles, ça paraît pas beaucoup. La difficulté, c'est que les bénévoles avec lesquels on travaille du Secours catholique ne sont pas forcément sensibilisés eux-mêmes à ce qu'on appelle la précarité énergétique. On est tellement habitué en fait, à avoir des tas de formes de pauvreté. Pauvreté, oui. Pauvreté financière, oui. Pauvreté vestimentaire, à la rigueur, oui. Mais se dire, on peut agir sur la question énergétique. Moi, comme bénévole, je peux aider des gens à rentrer dans les dispositifs de droit commun. Ça, c'est pas évident. Et d'ailleurs, on découvre des tas de bénévoles qui se découvrent eux-mêmes en situation de précarité énergétique parce que 40% aujourd'hui de la population française est éligible aux aides de l'ANA, à l'Agence nationale de l'habitat. Et puis l'autre difficulté, c'est qu'il y a une complexité administrative telle que, je dis souvent, le pauvre est suspect. Donc chacun a son pauvre et chacun a son dossier. Donc l'ANA a son dossier, la région a son dossier, le département a son dossier, qui fait que chacun attend en fait que l'autre donne un petit peu pour pouvoir compléter les aides financières. Et ce qui fait que voilà, aller chercher 10 dossiers de subventions, c'est complexe pour les gens. Et du coup, il y en a beaucoup qui se découragent. Et de l'autre côté, les entreprises du bâtiment, pour elles, qui doivent aller vers ce type de public, n'ont pas toujours confiance dans la solvabilité de gens en situation de précarité, méconnaissent les aides financières. Et du coup, elles rebutent un peu à aller vers ce type de public. Donc, la confiance. Après, en fait, on a besoin d'intégrer. En fait, on a besoin d'assembler les solutions. Parce que la technique, elle existe, les matériaux, ils existent, les entreprises, elles sont sur le terrain, les gens en difficulté, c'est pas ce qui manque, et l'argent, comme je disais, ça fonctionne. Aujourd'hui, les dispositifs ne permettent pas, en fait, d'accompagner des personnes et de prescrire des entreprises, de prescrire des matériaux. Donc, on a besoin de créer des relations de confiance entre bénévoles, en fait, tiers de confiance, comme je dis, collectivités, financeurs et entreprises qui s'associent ensemble dans la solution à apporter. La Banque des Territoires, vous travaillez avec les collectivités locales ou vous travaillez aussi avec les grandes ONG, les artisans? Parce qu'un des gros sujets aussi, c'est que si on accélère réellement le passage à l'acte de ce que sont des travaux de rénovation, on va manquer d'artisans très vite. Nous, on travaille avec les collectivités locales. On travaille aussi sur certains projets, mais plus en mode projet,
Et avec les associations qui sont les associations de terrain, on a travaillé effectivement sur des projets de co-construction, des choses comme ça, qui effectivement sont trop peu nombreuses en réalité. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose qui marche formidablement bien. Chaque fois qu'on le fait, ça marche, mais à chaque fois, c'est un réapprentissage parce que avec les associations, on apprend à se connaître aussi. Il y a un travail effectivement très humain, c'est-à-dire que c'est des personnes qui s'investissent à fond dans la démarche. Et pour le coup, la systématisation de cette approche-là devient plus difficile. Or, nous, machine de guerre comme on peut l'être à la Banque des Territoires, je dirais plutôt qu'on est un paquebot. Donc, on est difficile à infléchir, mais quand on a mis en place la barre vers une direction, on y va et on y va bien en réalité. Et c'est ce travail d'expérimentation et de rapprochement avec les associations de terrain, on en a effectivement besoin. Et il y a un travail de co-construction et d'apprentissage de confiance mutuelle à mettre en œuvre. Et donc, en allant vers une conclusion, puisque maintenant on est tout proche de la fin, quelle est pour toi la priorité? Voilà, maintenant, on sent bien l'envie, les difficultés. Qu'est-ce que la Banque de Territoire, et peut-être toi aussi à titre personnel, aurait envie pour pouvoir accélérer tout ça? Est-ce que c'est plus de moyens de l'État? Est-ce que c'est une meilleure prise de conscience? Est-ce que c'est un soutien des médias ou des artistes de l'audiovisuel autant si présents dans ce festival? Qu'est-ce qui manque là maintenant pour que ça accélère? De quoi tu as envie? Alors, il y a deux choses en fait importantes. Je pense, et on l'a suffisamment dit, les moyens sont là. La prise en considération de la problématique. Et je pense que depuis le nombre d'années, on a eu une succession de mesures qui ont mobilisé des fonds, qui ont mis l'argent sur la table. Et le problème, c'est que cet argent, il est toujours au même endroit. Il n'est pas allé là où il devrait aller. Il est toujours stocké quelque part. En tout cas, les mesures existent. Donc ça, j'ai envie de dire, mettons de côté cette problématique-là. Le sujet, et je pense que c'est ce qui ressort aujourd'hui, c'est comment rendre les choses simples, en fait. Et ça, c'est à la fois à titre personnel que je le dis, parce que j'ai été confronté à cette problématique quand j'ai dû monter un éco-PTZ à titre personnel. Je me suis rendu compte que c'était complexe, mine de rien. La paperasse administrative, on a l'impression d'être dans Astérix et les 12 travaux d'Astérix. À un moment, c'est une chose, c'est un labyrinthe impossible. Si moi, j'y arrive pas, ça veut dire que beaucoup de personnes aussi ne peuvent pas y arriver parce qu'on est dans une situation où je me considère comme la moyenne. Donc il y a ce premier point-là. Et du coup, que peut faire la Banque des Territoires? C'est effectivement travailler avec des associations et répliquer. Et répliquer justement et être moteur de massification. Parce que nous, on ne sait pas faire du sur-mesure. Par contre, on peut multiplier une solution qui marche. Merci. Franck, même question, priorité. La priorité, ce serait de passer de 10 aides à 5. Voilà, je ne dis pas une, mais à 5. Et pour cela, donc pour s'éviter un peu de travail de dentelle, et sur la question du reste à charge, on a besoin en fait d'un dispositif qui, à mon avis, est plutôt auprès des certificats d'économie d'énergie pour pouvoir utiliser avec souplesse un fonds qui permet de faire de la dentelle avec des gens en difficulté pour pouvoir en fait faire le meilleur des travaux en fonction et soulager en fait le reste à charge des familles si on veut pas demain faire supporter une longueur administrative et un coût en fait qui est aujourd'hui porté par des associations caritatives notamment. Merci Thomas Kerting. La difficulté, c'est quand même, on voit bien qu'économiser de l'énergie, ça a une rentabilité immédiate parce qu'on revient à des questions de financement. Par contre, on ne sait pas parler de rentabilité immédiate sur la qualité de l'air. Est-ce que c'est handicapant ou quand même la priorité, c'est la qualité de vie et la santé de tous? Je pense que le travail sur la qualité de l'air en termes de chiffrage a bien avancé. Alors effectivement, on a beaucoup de retard. Et aujourd'hui, en fait, on dispose quand même de chiffres importants qui nous permettent d'agir. On arrive à chiffrer en fait le coût de la pollution intérieure, le coût de la pollution extérieure en France, dans le monde. Bon, ça commence. Mais par rapport aux engagements, par rapport au thème
de l'exclusion énergétique, si j'avais vraiment une priorité à donner, c'est de dire à un moment donné, il y a l'argent, le thème est connu, et en plus on a un bon levier de mutualisation des termes et donc de synergie. Dans la transition écologique, il faut axer tout ça sur le lien inclusion énergétique et santé, et donc de manière opérationnelle, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il faut avoir ce lien rénovation thermique et qualité de l'air. Ça, c'est la réalité. Donc si on arrive en fait finalement à pouvoir déployer en termes de formation, de solutions de travaux avec des assembliers qui auraient été finalement dans une charte, dans un esprit. Enfin, tout ce collectif finalement, avec cet objectif finalement, on respirera dans un logement où en fait aussi on sera correctement chauffé. Je pense que ça, c'est de la lisibilité qui est essentielle pour la mobilisation. On arrivera à quelque chose si on donne justement un discours lisible, cohérent, efficace. Et ça passe par l'air. Merci. Je crois que c'est un sujet particulièrement complexe, mais en capacité d'agir. C'est parfois difficile quand on est face à des grandes causes à la fois sociétales, sociales, environnementales, sanitaires et économiques. Et c'est pour ça que ce collectif en appelle à ce que ce soit la grande cause nationale en 2020. Allez sur le site stopexclusionenergetique.org, signez, soutenez. On va insister auprès du Premier ministre, qui est la personne qui décide de ce label, ce qui nous permettra de donner une vraie visibilité et surtout montrer qu'il y a beaucoup de choses qui existent et que la question, c'est celle du changement d'échelle. Merci. Merci.